Je vais vous présenter donc aujourd'hui Jeanne Villepreux avec un titre qui s'appelle Des profondeurs à la lumière auquel je remercie Frédéric pour cette aide de ce beau titre qui va résumer un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui à deux niveaux. Alors des profondeurs à la lumière parce que Jeanne Villepreux a eu le toupet de descendre dans les profondeurs de la mer et de les remonter à la lumière sur Terre. Et deuxièmement, parce que Jeanne Villepreux, après avoir fait des découvertes quand même assez formidables, a été oubliée jusqu'en 1997. Voici Jeanne Villepreux, le seul portrait qu'on ait d'elle, et qui est connue sous divers noms que j'ai listés ici. Alors je vous disais, pour revenir à la lumière en 1997, parce que vous voyez dans la gazette de la nomenclature des planètes, eh bien désormais il y a un cratère sur Vénus qui porte son nom. Alors je vous ai mis ici la fiche technique de la gazette, donc qui raconte ce que je viens de vous dire, que ce cratère fait 100 km de diamètre quand même, ce qui n'est pas rien. Mais je voudrais insister en bas à droite sur l'origine. Donc on voit bien que c'est en l'honneur d'une biologiste française qui étudiait la biologie marine, mais son nom tout d'un coup c'est Jeannette. Son nom a disparu. Alors Jeanne Villepreux, une biologiste européenne du 19e siècle. Européenne parce qu'elle a eu à cette époque-là donc une présence européenne. Alors tout d'abord, c'est une figure de la biologie marine essentiellement, mais pas que, mais essentiellement, et elle participe de manière éminente à résoudre l'énigme de l'Argonaute. Donc l'Argonaute, je vous ai mis sa coquille à droite. On va en reparler. Alors Jeanne Villepreux, c'est un peu le plan de ce que je vais vous faire aujourd'hui. Elle s'invite. C'est à ce titre vraiment comme ça. C'est une femme vraiment de dynamisme, par mémoire, par lettres, aux controverses sur l'Argonaute, entre naturalistes français, anglais, italiens et un peu allemands. Il n'y en a qu'un seul d'allemand. Je vous en ai cité un certain nombre, mais c'est incroyable, ils sont plus de 50 à discuter de cette histoire de l'Argonaute. Et puis, au siècle précédent, il y avait eu la marque Cuvier par Émile du Châtelet. Sur la question, et même Aristote, qui dans les textes, au niveau des textes, c'est le premier qui pose cette énigme de l'Argonaute. Avant lui, l'Argonaute, il est connu depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, un peu, durant la protohistoire. J'allais dire Émile du Châtelet. Jeanne Villepreux promeut l'observation in vivo. Et bien sûr, elle n'est pas la seule à le faire à ce moment-là. C'est un mouvement qui est en train de naître, mais elle y participe. Et cette observation in vivo, ça veut dire que tout d'un coup, la physiologie va l'emporter sur l'anatomie. Puisqu'elle promet l'observation in vivo, elle va expérimenter, je vais vous en parler. Et puis, pour faire ces expérimentations, elle va concevoir les outils scientifiques pour les faire, ces expérimentations. Elle invente l'aquarium en 1832. Et elle va concevoir, elle ne va pas réussir à la réaliser, elle va concevoir ce qui est aujourd'hui une station de biologie marine. Elle a travaillé aussi dans ce que j'ai appelé avec anachronisme de l'écobiologie, c'est-à-dire qu'elle a étudié les mollusques, beaucoup de mollusques, la martre, la tortue, mais ce qu'elle va faire en Sicile est quand même incroyable. Elle va inventorier la flore et la faune par écosystème, c'est encore un mot, un anachronisme, mais je le revendique, et elle va recenser le patrimoine culturel. C'est dans son fameux guide de la Sicile. L'Argonaute. Alors vous ne connaissez pas le mollusque, mais vous connaissez Jason et les Argonautes partis à la recherche de la toison d'or. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un autre joli voyage qui est celui de Jeanne Villepreux et des Argonautes au milieu du 19e siècle. Et cet Argonaute, donc son nom latin depuis l'inné, c'est le siècle d'avant, juste, hein, Argonauta Argo. Je vous ai mis ces images fabuleuses de l'Argonaute, j'espère que vous les voyez, sa coquille en haut à droite qui est donc fine, qui est souple, il faut la penser comme ça, elle est très souple et fine. En bas à droite, vous avez un bout de la coquille, si ça marche là. Ici c'est le dos là, de l'animal et vous avez un œil. Cette grosse chose noire cernée de bleu, c'est son œil. Il y en a un autre qu'on ne voit pas de l'autre côté, c'est très important. On va le voir par la suite. Les Argonautes ont un système de vision qui est aussi performant que le nôtre. C'est ce qu'on sait maintenant.
Et là, vous avez l'argonaute qui, avec c'est un poulpe, hein, l'argonaute, la bête, qui sort de sa coquille, on voit ses tentacules et on voit donc déjà deux aspects de couleur. Il peut être comme ça dans les blancs rosés ou bien avec du bleu. Et voici une... Alors cette image est absolument toute récente parce que c'est très difficile de les photographier, où on voit que quand il se part de toutes ces couleurs, c'est un être magnifique. Et Jeanne Villepreux y fut très sensible. Elle a écrit beaucoup sur cette magnificence de l'animal, et elle en a même fait, parce que c'était une artiste, elle en a fait une aquarelle. Alors Jeanne Villepreux s'inscrit dans la rupture méthodologiste juste née, dont je viens de vous parler, sur la physiologie. Et elle écrit. Parce que comme c'est sur les écrits de femmes, j'ai pensé que, au lieu de résumer sa pensée, je vous ai mis ses écrits pour que vous voyez la manière dont elle écrivait. Si l'on croit, loin de la mer, faire des découvertes sur les animaux marins, on se trompe. Pour la zoologie, c'est possible. Il n'en est pas de même pour la physiologie. Pour étudier ces animaux, l'usage de chaque organe, leur production, reproduction, leurs mœurs, il faut les garder prisonniers longtemps, mais dans leur élément. J'en ai fait l'expérience lorsque j'inventais les aquaria en 1832, puis j'eus recours à la mer, j'inventais les cages. Elle écrit ça en 1860, mais c'est lors de sa synthèse. Jusqu'au XVIIIe siècle, et là ça va être un texte de Henry Mines Edwards en 1890. Jusqu'au XVIIIe siècle, le zoologue, confiné dans son cabinet, étudiait les objets rapportés par les voyageurs, les décrivait sans connaître leurs mœurs. Ce n'est qu'au XIXe siècle que certains reconnurent, et là j'ai entendu sur Émilie du Châtelet, donc évidemment les physiciens étaient en avance, donc ce n'est qu'au XIXe siècle que certains reconnurent la nécessité d'étudier les animaux vivants, et non ceux que l'alcool a durcis et altérés. Quand Miles et Edouard écrit ça, quand il dit « certains reconnurent la nécessité d'étudier », etc., en fait, en 1820, il y a au moins deux groupes, dont l'un est représenté par Jeanne Villepreux en Sicile, mais l'autre, c'est Miles Edouard, qui va s'installer avec un de ses collègues sur la côte normande, étant dans la même mouvance sur l'étude des animaux vivants. Alors Jeanne Villepreux dans la baie de Messine, qui donc en 1932 invente ce qui fut appelé ces cages. Elle les a appelées des cages. Ensuite on a dit que c'est des cages à la poère, des gabiolines à la poère, et enfin on les nomme aquarium au milieu du 19e siècle, avec une date imprécise qui est celle du dictionnaire est fausse, celle du TLF aussi, parce que eux ils en parlent dès les années 50 et on nous annonce que c'est après 60. Et voici donc un de ces aquariums, qui est un aquarium gigantesque, comme vous le voyez, qui fait 4 mètres. Je vous ai mis un texte que vous pouvez lire si vous voulez. Mais ce que je voudrais, moi, surligner, là, que j'ai mis en blanc, c'est, elle dit, de là, je pouvais, sans être vue, observer ces animaux. Et à l'époque, on ne sait pas que les argonautes, on ne les connaît pas, c'est vraiment un mystère. Et elle, déjà, donc en 1932, ça veut dire qu'elle a déjà travaillé avant, parce qu'elle a repéré que ces animaux avaient une excellente vue et une compréhension de ce qu'ils voyaient. Alors, elle étudie la faune marine de côtière de Sicile. Je ne vais pas vous citer toutes ces espèces-là, je vous en ai mis les photos, et pour vous montrer qu'elle étudie aussi, d'où la taille des aquariums, cette grande nacre qui fait 1 mètre. Et puis l'étoile de mer et les pieuvres, vous connaissez ces animaux. Alors l'énigme sur l'argonaute, la controverse. La controverse majeure sur l'argonaute occupe l'Europe naturaliste du 19e, donc, savoir si l'animal trouvé dans la coquille en est le constructeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas parasite, ou s'il en est un autre parasite qui y loge après avoir éliminé l'animal indigène. Jeanne Villepreux s'invite au débat. Je m'aperçus que le manque d'expérience est la cause de ces diverses opinions. Je vais montrer son caractère un petit peu aussi. Les argonautes abondent à Messine. Elle met en œuvre sa méthode, installe ses aquaria dans la baie et diversifie ses expériences pour m'assurer si ce mollusque serait le constructeur de la coquille. En 1833, pour s'assurer des aptitudes de l'animal, elle fait des résections de coquilles chez 27 argonautes. Elle observe leur façon de réparer, résection, ça veut dire qu'elle casse des petits bouts. Elle observe leur façon de réparer avec des fragments de coquilles mis à disposition
ou bien par la sécrétion des bras membraneux. Tout ça, c'est ce qu'elle découvre, hein. Elle expose ses résultats à l'Académie de Catane, et pour convaincre Maravigna, le professeur de Catane, elle répète l'expérience, qui est en biologie quand même une nécessité de pouvoir refaire avec les mêmes résultats l'expérience. Le même résultat gagne le soutien de ce professeur qui va la soutenir. Donc. Elle conserve une collection témoin, elle prend des garanties qu'elle envoie à la Société zoologique de Londres pour Richard Owen, le grand professeur anglais qui est vraiment celui qui domine la science anglaise naturaliste à l'époque, qui, convaincu, donc, va rapporter son travail en 1844 au Collège royal des chirurgiens d'Angleterre. Donc elle a deux soutiens. D'abord le Maravigna, parce qu'elle va être connue, elle, comme vous le constatez, je ne vous présente pas d'article, parce qu'elle n'a rien écrit. Je veux dire, c'est pas possible. Mais ensuite, on va avoir des articles de Maravigna qui va dire « Je vous rapporte les observations que m'a envoyées par lettre, par les mémoires de Jeanne Villepreux. » Voilà. Et ainsi fera aussi Owen. Alors, voici les travaux de Jeanne Villepreux les premiers, donc sous le nom de Maravigna. Alors, il dit « C'est à Jeannette Poher qu'on doit attribuer l'invention et l'usage systématique des aquariums pour l'étude des animaux marins. » Jeanne Villepreux établit la première étude des fossiles de Sicile. Ça m'a particulièrement touchée, puisque je ne suis pas paléontologue, avec le catalogue des espèces. Je vous en causerai un peu ensuite. Elle en montre l'importance pour la géologie. Elle ne se contente pas de l'inventaire et elle va interpeller le monde des géologues là, en leur disant « Mais vous négligez les fossiles, mais pourtant c'est essentiel si vous voulez comprendre la nature des terrains, comment ils se sont formés, puisque les fossiles racontent la vie. » Il va attester. J'ai pu observer la collection des coquillages de Madame Poher, c'est son nom de femme, énumérée dans le catalogue, dans sa maison et son cabinet d'histoire naturelle. Parce qu'après, malheureusement, quand elle ramènera toutes ces collections qu'elle avait précieusement gardées comme preuve de ses recherches, le bateau qui ramène ces collections à Paris coule. Donc il y a des textes qui en témoignent. Troisièmement, toujours Maravigna, donc, hein, c'est des articles différents. Jeanne Poher démontre par d'ingénieuses expériences que le mollusque Argonauta trouvé dans sa coquille en est l'artisan. Donc c'est elle qui va démontrer ce qui fait mystère dans toute l'Europe. Il naît sans coquille, à laquelle il travaille par la suite. Enfin, le quatrième article de Maravigna, qui va un peu faire connaître Jeanne Poher, elle étudie des membres sectionnés, les résections des mollusques, ainsi que les mollusques voisins. Donc je passerai sur cette vivisection. Alors l'énigme de l'argonaute a été assez sérieuse. Donc la controverse, c'est donc parasitisme ou pas parasitisme. Ils se disputent tous. Le souci, donc, elle a vraiment envie de se faire connaître, Jeanne Villepreux, donc à Maravigna en Catagne, et il y a un certain Rang qui propose à Jeanne Villepreux de lui dire « Mais je peux lire ton mémoire à l'Académie des sciences ». Ce qu'il va faire. Mais enfin, il le signera du nom de Rang sans la mentionner. Et donc il reprend, il appuie complètement, etc. Et malheureusement, si Owen en Angleterre soutient fortement Jeanne Villepreux, il n'en est pas de même de son équivalent en France, Henri de Blainville, qui est à l'Académie des sciences. Et aussi, ça relève aussi du combat entre la France et l'Angleterre à ce moment-là, au point de vue des idées. Hein. Et voilà ce que va dire de Blainville, et j'ai un peu honte quand même, parce qu'il était aussi professeur au Muséum. Donc, d'abord, le quatrièmement, la nature cassante de la coquille, eh bien, c'est parce qu'il étudie une coquille qu'on lui a envoyée, qu'un voyageur lui a ramenée, et qui, dans ce délai-là, est devenue desséchée, donc cassante. Donc, il se trompe là. Alors, je reprends ensuite par ordre. Le manque d'analogie de forme entre l'animal et la coquille. L'animal, il est mou, la coquille, elle a une structure, une architecture, effectivement, souple mais rigide. Donc, ça n'a pas de sens. Le vide laissé par l'animal dans la coquille, Jeanne Villepreux montra que ce vide, c'est parce que c'est des femelles qu'il y a dans ces coquilles, et c'est là où elle met ses œufs et les petits argonautes qui se développent, protégés dans la coquille au fond derrière. Et enfin, qu'un académicien publie ça, il a publié ça dans l'Institut, la déclaration d'un habitant de Marseille, les pêcheurs de la Méditerranée disent l'animal parasite. Jeanne Villepreux rétorque, hein. Je n'ai pas étudié cet animal à l'aide de l'imagination,
mais par des observations expérimentales afin de comprendre les conditions physiologiques de ce céphalopode. Elle oppose à Blainville des faits d'expérience sur tous ces arguments, parce qu'il n'y en a pas que 5, il y en a toute une série, mais ils se valent tous. Et donc, Jeanne Villepreux a réussi, dans ses aquariums, à élever de jeunes argonautes et à observer le développement de leurs coquilles. Donc, elle a des preuves indubitables. Voilà l'aquarelle qu'elle a réalisée, donc de l'argonaute. Alors, Jeanne Villepreux, je vous ai marqué donc Lettres et voyages, le soutien des naturalistes, donc Owen à Londres. Et puis, elle va trouver un appui à Paris, qui ne sera pas Henri de Blainville, mais Alcide d'Orbigny, dont je vais vous parler tout de suite. Donc là, je vous ai mis ses voyages. C'est incroyable, elle habite Messine, mais elle est tout le temps fourrée à Londres, à Paris, etc. Voilà. Donc voici le livre d'Alcide d'Orbigny sur les céphalopodes. Il consacre une 50aine de pages à l'argonaute. Donc on est en 1848. Et dans ces 50 pages, il cite 17 fois Jeanne Poher. Ça, c'est quand même... Elle est connue parce que le Blainville l'avait vraiment assassinée. Et voici les dessins de Blainville, donc dans ces 2 tomes, dans le tome 2 de ces céphalopodes. Et c'est pour que vous compreniez un peu l'argonaute. Hein. À droite, vous voyez, c'est son corps mou avec ses tentacules en haut. Et il a son petit, ce qu'on pourrait penser pour un nez, mais c'est le tuyau par lequel il souffle pour faire propulsion, pour voyager dans l'eau. Et ses grands yeux bleus. Et vous voyez que 2 des tentacules sont transformés en espèces de rames, parce que les Grecs ils pensaient qu'ils nagent, qu'ils ramaient. Alors c'est pas du tout, parce que l'animal n'est pas adhérent à sa coquille, que vous le voyez dans sa coquille là. Il la tient en fait avec ses 2 tentacules modifiés, comme on tiendrait un sac à dos. Il se promène avec sa coquille qui tient. Et ce sont ces tentacules qui la sécrètent aussi, cette coquille. Voilà, donc 2 soutiens majeurs. Elle a été oubliée pendant plus d'un siècle et demi quand même. Or, je veux dire, Owen et Alcide d'Orbigny, qui est aussi professeur au muséum, hein, je veux dire, c'est incompréhensible. Alors, une énigme inattendue, j'ai trouvé ça chez Alcide d'Orbigny dans un bas de page, dans une note, parce on ne comprenait pas cette histoire d'argonaute, il n'y a que des femelles. Je vais intéresser parce que j'ai écrit un livre sur mon corps a-t-il un sexe. Et il écrit « Tous les zoologistes, sauf Nietzsche, n'ont observé que des femelles. Grande question à éclaircir. Les mâles ne viennent-ils jamais à la surface des mers? Ou, comme le croit Madame Poher, l'animal peut-il se reproduire seul, ayant les 2 sexes réunis? » D'abord, dire ça de la part de Jeanne Poher, je veux dire ça aussi, c'est culotté au milieu du 19e siècle. Bien. Mais Alcide d'Orbigny continue. Cette dernière opinion, qu'une personne aurait 2 sexes, enfin une personne, un animal, tout extraordinaire qu'elle paraisse, c'est vrai, serait néanmoins plus en rapport avec les faits. Donc, voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Bon, aujourd'hui, voilà, je vous ai mis ça. Il n'y a que la femelle qui vit dans une coquille de 30 cm, c'est pas rien. Et le mâle, vous voyez, il fait 2 cm. Il est 10 fois plus petit que la femelle. Il n'a pas de coquille, donc on ne le voit pas. Alors, parfois seulement, il va avec les petits, il trouve un refuge dans le vide laissé. Alors, Jeanne Villepreux et le monde savant. Jeanne Villepreux insiste à chaque fois qu'elle va publier des choses, à mettre toute cette histoire-là. Je veux montrer qu'elle est tout le temps dans toutes les sociétés savantes correspondante, jamais membre. Hein, je me montre. D'où à Catane que c'est Ravinia qui doit signer les articles. Je vais donc, ça c'est illisible, donc je vais vous les mentionner. Elle est quand même à Londres, hein, elle est correspondante de la Société de zoologie, de la Société cuvierienne à Paris, de la Société des sciences et médecine à Bruxelles. Et ensuite, pour la Sicile, elle est membre de toutes ces associations-là. En 1856, elle publie, je vous ai remis l'Argonaute pour ne pas vous l'oublier, un mémoire sur le poulpe lui-même, le poulpe argonaute, qu'elle dédie au professeur Owen. Alors, le guide pour la Sicile, ça je vais y passer quelques minutes. Donc en 1942, c'est très gros, hein, le guide pour la Sicile, c'est un bouquin.
Il vient d'être réédité par les Italiens qui sont formidables, tel quel, ils l'ont réédité. Et donc, ce guide est composé de 2 parties. Vous voyez, il y a 400 pages. Donc, d'abord, il y a une partie touristique à caractère culturel qui est bien faite, hein, quand même. Parce que c'est pas que vous allez à tel village et vous voyez telle église. Elle ajoute aussi, et si vous vous déportez dans tel champ, on voit les laves du Vésuve qui datent de l'éruption, etc. C'est bien fait. Je ne lis pas l'italien, mais j'ai demandé à des agnophones de me traduire des bouts. Et c'est la partie 2 qui m'a intéressée, dont je vais vous parler, qui est un véritable travail scientifique. Elle recense pour la Sicile la faune, la flore et la géologie. Voici tous les sites qu'elle a étudiés. Donc, ce sont tous à peu près des sites de bord de mer, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur la mer, sauf sur le mont Etna, qui est un site terrestre. Elle écrit « J'ai parcouru à pied toute la Sicile pour faire des collections d'histoire naturelle. Plus loin, ces recherches me servirent également pour écrire un ouvrage scientifique. » Donc je me suis posé la question de qu'est-ce que cet ouvrage scientifique? Est-ce qu'elle fait allusion à un ouvrage qui ne nous est pas parvenu? Est-ce qu'elle considère que cette partie-là, elle a blousé un peu le monde en disant « je vous fais un guide touristique, je suis une femme hein, », et qu'elle met quand même 100 pages de science, hein, ou est-ce que c'est le livre de 100 pages qu'elle écrira dans les années 60? Je ne sais pas. En tout cas, elle le mentionne comme tel. Voici comment est fait ce guide, cette partie scientifique, je veux dire. Donc c'est un catalogue. Donc comme ça marche pas, ça se voit pas bien mon truc là. Elle marque, donc ça va être vrai pour tout. Il y en a 100 pages comme ça. Hein. Donc il y a le nom scientifique. Donc soit d'après Linné pour les plantes, soit d'après Cuvier pour les animaux. Ensuite il y a le nom italien, le nom verdiculaire, et puis le site où elle a trouvé ces espèces-là. Et parfois c'est commenté, ces localités. Dans la note infrapaginale, petit 1, elle écrit « La majorité, là c'est les oiseaux, de ces oiseaux sont dans mon cabinet ». C'est-à-dire qu'elle a aussi appris à naturaliser parce qu'elle voulait garder preuve de tout ce qu'elle a fait. Ils disparaîtront au fond de l'eau. Enfin, elle a observé plus de 2000 espèces. Les voilà. Donc, 700 pour la flore, 1200 pour les animaux, la faune, et pour la géologie, 600 fossiles, et pour l'Etna, elle a recensé les forêts, les arbres indigènes, les sols, les minéraux et la chronologie des éruptions. Évidemment, pour la faune, elle a étudié essentiellement les mollusques nus ou à coquilles pour 700 espèces. En voilà la synthèse qu'elle sortira en 1860 à Paris. Non, je vous ai mis la première image avec donc un résumé un peu qu'elle fait de tout ce qu'elle a fait sur ces différents animaux. Je voulais juste, dans le tas, il y a la martre, je vous l'ai mise parce que c'était trop touchant. La voici, donc voici donc Jeanne Villepreux qui dédie, et là je vous fais remarquer qu'elle écrit non pas Jeanne Villepreux, elle écrit Jeannette Power, née de Villepreux. On pourra en parler ensuite, peut-être si on a le temps. Et elle l'a dédiée à une de ses amies comtesses, parce qu'évidemment, elle fréquente dans sa villa à Messine, la société un peu aristocratique du lieu. Alors la martre, tout le monde sait que la martre est très sauvage et qu'elle habite les forêts, ce qui est vrai. Je parvins à m'en procurer 2, pris à l'âge de... Il y avait un garçon et une fille. À l'âge de 4 mois dans les forêts du mont Etna. D'après l'étude à laquelle je me livrais des mœurs et habitudes de la martre, et c'est moi qui souligne, on dirait qu'elle a conscience de ce qu'elle fait. Ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, à partir des années 2000, où quand on regarde les animaux maintenant en tant que biologiste, travaillons là-dessus, on se dit pas c'est des bêtes. C'est-à-dire qu'on se pose la question inverse, c'est-à-dire sommes-nous assez intelligents pour comprendre l'intelligence des animaux? Certes, à ce moment-là, elle n'en était pas là, mais Jeanne Villepreux a tout à fait conscience qu'il n'y a pas rien en face d'elle. Enfin, tu parlais de Descartes tout à l'heure, mais c'est pas l'animal-machine. Elle sait que c'est pas ça. Je tenais à le souligner. Alors, quant à leur propreté, elle se rendait d'elle-même dans un coin où j'avais fait mettre du sable qu'on renait tous les jours. Là, elle montre qu'on peut domestiquer absolument pas que les chiens et les chats. Hein. Parce qu'il faut avoir l'idée de se dire, tiens, je vais domestiquer une martre. Et alors elle dit, c'est très touchant, ça parle d'elle, et puis ça... Me voyant occupée à écrire, les martres, elles montaient sur mes épaules et guettaient le moment favorable pour enlever soit un livre, soit des papiers qu'elles emportaient sur leur arbre.
parce qu'elle leur a fait dans une pièce monter un arbre pour qu'elle soit... Et sauf que la nuit, les martres, elles ne veulent pas dormir sur l'arbre, elles veulent dormir dans son lit. Je vous le dis parce qu'elle le raconte. Jeanne Villepreux, maintenant, donc c'est la partie de la fin quoi, de mon exposé. Donc voilà ses premières années, donc on la présente souvent, bergère, limousine, autodidacte. Alors ça, je propose que ça soit une légende. En 94, elle naît donc en Limousin, comme je vous l'ai dit, de parents pauvres. Mais en regardant bien les choses, on voit que les parents sont propriétaires. Et dans le Limousin jusqu'aux années 60, on est dans un système féodal où il y a les aristocrates, nobles, riches, propriétaires, et il y a les autres, les métayers. Voilà, il n'y a pas trop le statut de fermier. Or, ces parents-là, ils sont désargentés, c'est clair, mais ils sont propriétaires. Ce qui va justifier cette légende familiale chez eux, qu'au moment de la Révolution, ils enlèvent la particule de Villepreux pour échapper au danger. Et qu'elle le reprendra à un moment de sa vie. Enfin, moi, je n'ai pas résolu la question. Alors, en 1812, elle monte à Paris. Et voilà, elle va s'embaucher rue du Faubourg Saint-Honoré dans un atelier comme couturière, brodeuse, etc. Très vite, elle devient chef d'un petit groupe de femmes brodeuses et elle dessine. Vous avez vu qu'elle dessinait très bien. Et elle va donc réaliser avec son groupe cette robe qui sera choisie pour ce mariage princier avec le futur roi de France. Et elle rencontre James Power, qu'elle épouse donc en 18, et elle va s'installer dans la villa que James Power avait à Messine. Pour être un grand scientifique, dit-on, il faut 3 choses. Beaucoup travailler, avoir un bon matériel d'études et avoir de la chance. Et donc Jeanne Villepreux a fait les 3, parce qu'en étant... C'est comme ça que Miles Edward, il n'a pas pu en Normandie, parce qu'il n'y a pas d'argonautes. Et puis la mer, elle est un peu agitée en Normandie. Elle, à Messine, il y a les argonautes, et c'est absolument mer calme. Enfin, souvent, elle peut regarder dans ses aquariums. Et en 1932, à Messine, comme tout à l'heure vous l'avez vu, elle invente des aquariums. On a un trou, là, en 1820, de 20 à 30. Et pendant ce temps-là, moi, ce que je pense, c'est une hypothèse que je propose, elle reçoit des enseignements, parce qu'en anglais, en italien, en latin, en grec, en sciences naturelles et physiques, et elle se constitue une riche bibliothèque. Parce qu'on ne peut pas passer de rien, d'être... Peut-être aurait-elle la Coco Chanel de la mode, elle n'a pas fait ça, mais comme ça, tout d'un coup, elle ne parle que le français quand elle monte à Paris, et encore. Hein. En 1932, elle devient une scientifique. Voici son écriture en 1812 quand elle monte de Juliac à Paris. Juliac, c'est ma date de naissance. Donc, c'est formidable. C'est dans un contexte terrible. Elle a été violée, elle va voir les gendarmes. Donc, c'est au commissariat qu'on a ce seul document manuscrit d'elle pour toute cette période. Voilà son écriture. On sait donc qu'elle sait écrire et lire le français. Ce qui est rare pour une limousine où là-bas, ils parlent encore le patois limousin jusqu'aux années 1960. Voici son écriture quand elle écrit à Richard Owen, donc en 1857. Dans cette lettre, j'ai souligné un paragraphe pour que vous voyiez un petit peu le caractère de Jeanne Villepreux. Comme c'est moi la première qui ai eu l'idée des animaux marins dans des aquaria ou cages, je tiens à conserver mes droits d'inventeur. Elle a raison. Donc Jeanne Villepreux oubliée. Donc aujourd'hui, il y a à ma connaissance 2 romans qui ont été publiés sur elle, donc de Claude Duneton et Nadine Lefébure. Et il y a des articles, comme une série. J'ai pris 2 auteurs, qui est Claude Arnal, qui écrit dans le Bulletin d'Acorès, mais parce que c'est lui qui a interpellé la NASA en disant Jeanne Villepreux, un cratère, donc rendu lui hommage. C'est un Limousin, Claude Arnal. Et puis Josquin Desbasses, donc, qui est un sociologue qui travaille... entre autres, qui a travaillé sur Jeanne Villepreux. Je rendrai hommage aussi à Anne Lannes, qui est la présidente de l'association Jeanne Villepreux Power, qui ont mis en 2007 une exposition à Tulle, et aussi qui a intervenu beaucoup pour qu'il y ait un prix Jeanne Villepreux Power qui récompense des jeunes filles scientifiques dans le Limousin. Depuis un an, une rue de Limoges porte son nom. Donc, je vous ai dit, donc, il y a également eu des hommages
On a deux dans les bulletins, toujours de la Corrèze. Donc, on a en 1899 Alphonse Rébière qui dit Madame Poher, une naturaliste oubliée. En 1935, Jean Allor qui dit La bergère Lili Villepreux. Et la suite, c'est mère de l'océanographie. Donc là, on a. C'est intriguant. La reconnaissance, pour moi, et la reconnaissance de Jeanne Villepreux, c'est Edmond Perrier, donc le directeur du muséum et président de l'Académie des sciences en 1915, qui écrit donc, en 1915-1916, qui écrit donc « Jeanne Poher fut ainsi la véritable initiatrice de ces laboratoires qu'ont développé plus tard Henri de la Caze-Duthier à Roscoff et à Banyuls-sur-Mer, Anton Dorn à Naples, le prince Albert Ier à Monaco, et qui s'échelonne aujourd'hui sur toutes les côtes, tant en Europe qu'en Amérique. » Alors, après, ça c'est publié dans ce livre-là, et au moment où Edmond Perrier est sollicité pour aller inaugurer justement la station de Nice, Villefranche-sur-Mer, etc., cette station de biologie marine, donc comment ça se fait que cette Jeanne a été connue, oublié, comme ça tout le temps, donc cet effacement répétitif. Donc je propose d'effet Mathilda, mais enfin bon, voilà, qui est le déni de la contribution des femmes scientifiques à la recherche. Je terminerai sur cette image que j'ai trouvée sur un site américain aujourd'hui. Voilà, donc au chéri, elle doit être à table, regardant dans son aquarium, toujours, encore. Voilà. Et donc, dans l'aquarium, on a l'argonaute. Merci.